Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Les jours avec, on est déjà avec. Mais les jours sans, il faut faire avec le AM 1410. Nous avons maintenant avec nous Manon Poirier, elle est directrice générale de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés. Bon après-midi, Madame Poirier. Bonjour. Ça va bien? Oui, vous-même? Oui, ça va très bien. Il semble, dans notre société, nous avons une très grande difficulté entre employeurs et employés. Les employés ne font pas toujours confiance à leur employeur par rapport à toutes sortes de taquinades, j'appellerais ça. N'est-ce pas? Surtout le fait qu'on peut utiliser n'importe quoi pour dénigrer ou pour harceler, quoi. Et ça, pour moi, c'est pas une bonne nouvelle. Ben oui, effectivement, on vient de faire un sondage qui nous indique qu'on s'est intéressé au cas de harcèlement et aux violences à caractère sexuel. Et les Québécois nous ont dit, les travailleurs nous ont dit que 11% d'entre eux avaient subi, selon eux, du harcèlement dans la dernière année, ce qui est énorme. Bien sûr, parfois, il n'y a pas toujours une compréhension de ce qu'est le harcèlement. On voit par nos experts que quand il y a des plaintes de harcèlement, 1 sur 5 s'avère fondée. Mais bien sûr, il y a des gens qui vivent des conflits qui ne sont peut-être pas du harcèlement. Mais c'est pas drôle, c'est pas plus intéressant, bien sûr, pour eux. Mais vraiment, donc, ça nous dit qu'il y a 100 000 personnes l'année dernière qui ont subi du harcèlement en milieu de travail. Et certains, bien sûr, leurs employeurs ont pris leurs responsabilités et malheureusement, dans certains cas, parce que c'est inégal, c'est difficile de parler de tous les employeurs au Québec du même souffle, mais dans certains cas, malheureusement, il n'y a peut-être pas eu une bonne prise en charge par l'organisation. Et ça, comme j'ai dit, c'est avoir déjà la perception. La perception est importante dans une relation comme ça, employeur-employé. Et si l'employé a la perception qu'elle est harcelée, ça ne fera pas long feu. Surtout dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre. Oui, effectivement. Le contexte fait peut-être que des gens qui subissent le harcèlement vont se dire, ben moi, je veux que ça cesse, mon employeur prend pas les mesures nécessaires ou j'ose pas parler à mon employeur. Il y a quand même ces cas-là où les gens n'osent pas dénoncer. Et là, le marché de l'emploi est favorable aux individus, donc on peut se trouver autre chose. Mais c'est un peu triste quand les gens doivent quitter un emploi qui, par ailleurs, affectionne particulièrement parce qu'ils vivent ce harcèlement-là. Donc, l'idée, c'est de pouvoir trouver des façons pour l'ensemble des organisations d'avoir des politiques solides au niveau de la prévention et du traitement du harcèlement. Et quand il y a une plainte, de vraiment la prendre en charge de façon sérieuse. Et pour nous, pour la prendre en charge de façon sérieuse, c'est d'offrir une médiation ou de faire une enquête.
Alors, Donc, de ne donc, pas essayer parfois de tenter de convaincre la personne en disant, ben non, c'est pas vraiment du harcèlement, puis c'est pas si grave, ça va passer. Donc, il faut vraiment que ça soit pris au sérieux. parce que, bon, il y a une perception de harcèlement de la part d'autres employés. C'est pas moins grave, mais l'employeur est quand même placé sur un niveau qui est quand même, que je dirais, respectable. Mais quand c'est l'employeur lui-même qui est perçu comme harceleur, alors là, ça va, rien ne va plus, là, comme on dirait. Oui, c'est sûr. Dans les données, quand on demande aux gens, tu sais, le pourcentage de gens qui ont subi du harcèlement, ça ne veut pas dire nécessairement que ça vient du gestionnaire ou du dirigeant de l'entreprise. Ça peut venir d'un collègue. En fait, il y a beaucoup de cas entre collègues qui ont bien sûr des impacts négatifs. Mais c'est certain que la situation la plus triste, c'est dans une petite organisation. On a quand même une économie de PME au Québec, dans une petite organisation ou si, comme employé, c'est mon patron ou ma patronne qui me fait subir du harcèlement, puis c'est la propriétaire de l'entreprise, c'est sûr que là, les chemins sont, il y en a peu. Alors là, ça crée vraiment cette détresse-là parce qu'il y a peut-être peu de moyens perçus d'aide possible pour ces gens-là à l'intérieur même de l'organisation. Et puis, bon, on ne parle pas d'agression sexuelle, de harcèlement sexuel, on parle de harcèlement tout court et c'est déjà suffisant pour faire en sorte que l'employé qui rentre à reculons tous les matins décide un jour de mettre fin au contrat. Oui, puis effectivement, donc il y a le harcèlement plus psychologique qui inclut le harcèlement sexuel aussi ou le harcèlement lié à de la discrimination. Fait que c'est sûr que quand les gens subissent ce harcèlement-là, bien souvent, on va voir les chemins vers des congés de maladie. D'ailleurs, bien sûr, une personne peut faire une plainte à son employeur, mais il y a le mécanisme de plainte à la CNESST, la Commission des normes d'équité salariale de la santé et sécurité. Et en 2022, c'est la dernière statistique publique, il y a eu 4 900 plaintes de harcèlement qui ont été reçues par la CNESST. Et ce qui est un peu préoccupant, c'est que dans la très grande majorité de ces plaintes-là, la personne n'est plus à l'emploi ou est en congé de maladie. Mhm. Donc, on voit que ce chemin-là de la personne qui quitte, va en congé de maladie ou n'ose pas revenir chez son employeur et là, finalement, a le courage de porter plainte, c'est parce que le lien d'emploi n'est plus. Alors ça, pour nous, c'est ce qu'il faut qu'il change. Il faut que les personnes puissent avoir des mécanismes très clairs pour pouvoir porter plainte, pour pouvoir adresser la situation dès le début et s'assurer que ça se détériore pas au fil du temps puis qu'on se ramasse en détresse psychologique. Maintenant, oui, vous parlez pour l'employé, mais l'employeur a le fardeau jusqu'à un certain point d'empêcher ces situations-là. Il n'y a personne comme employeur qui aimerait que sa réputation ou la réputation de l'entreprise soit entachée par des situations comme ça. Mais malheureusement, il n'y a pas de recette miracle qu'on peut proposer pour éviter d'avoir à gérer ce type de dossier-là. Je m'excuse, parfois le son fait que j'ai peut-être manqué votre question, mais je Mais pense je que les dis employés. qu'il n'y a peut-être pas, à moins que vous me disiez le contraire, de recette miracle pour éviter, faire en sorte qu'on n'ait pas, comme employeur, à gérer ce type de problème-là. Oui. Bien, c'est sûr que, tu sais, il faut faire beaucoup de prévention, de sensibilisation, d'éducation, de formation. Donc, la loi prévoit que tous les employeurs au Québec doivent avoir une politique. Mais si, comme employeur, j'écris ma politique, puis je la mets dans un tiroir ou je la présente à mes employés qu'au moment de l'embauche et j'en parle pas, c'est sûr que l'efficacité, elle est limitée. Fait que l'idée, il y a beaucoup d'employeurs quand même qui prennent des bonnes mesures, puis en parlent, font de la formation, forment les gestionnaires, s'assurent qu'il y a des personnes responsables. Donc, je pense pas que vous avez raison, on peut pas l'éviter à 100%, ça serait d'être un peu idéaliste. Mais au moins, quand on fait de la sensibilisation, de la formation, bien, ça aide à réduire les comportements inadéquats. Mais là où le vrai test arrive, c'est quand il arrive une situation, si on met un processus clair, on dit aux employés, si vous avez une plainte, voici la personne responsable. Cette personne-là, elle est compétente, elle a été formée pour traiter ce type de plainte-là. On va faire une enquête sérieuse et on va avoir le courage de prendre les décisions
même s'il y a harcèlement, même si la personne mise en cause est la meilleure vendeuse, le meilleur programmeur, donc on va quand même prendre les mesures, bien ça va donner confiance aux autres et ça va lancer le message qu'on ne tolère pas le harcèlement. Fait que plein d'employeurs le font très bien, c'est encore une fois, mais certains, malheureusement, ne vont pas là où ils devraient aller. Puis, on a cette statistique un peu effrayante de savoir que 100 000 personnes ont vécu quand même du harcèlement. Peut-être ça a bien été géré par les employeurs, mais il faut le plus possible réduire ça et ça va passer par des messages clairs de la part des organisations. Et cette loi-là concerne des entreprises d'une certaine taille. Et là, lorsque vous avez parlé tout à l'heure de petites entreprises où on n'a pas l'occasion de s'éviter entre employés, n'est-ce pas? Ça devient encore plus difficile à vivre, pas vrai? Oui, c'est sûr. Un modèle qu'on trouve intéressant dans une petite organisation, qu'on voit de plus en plus, par exemple, c'est une petite organisation qui va faire appel à quelqu'un, par exemple, en ressources humaines qui est compétent en la matière. Et cette personne-là va aider la petite organisation à rédiger sa politique, à faire de la formation auprès de ses employés. Et après ça, va devenir la personne à qui on fait une dénonciation en cas de situation. Donc, il y a déjà une connexion qui a été faite et la personne donc va recevoir et va gérer la plainte. Fait que ça, c'est un modèle qu'on pense qu'on voit de plus en plus, qu'on trouve très, très, très bien, puis qui peut aider, même dans les petites organisations, à pouvoir bien gérer de façon adéquate les enjeux de harcèlement. Et, Et vous et, savez, dans 4 cas sur 5, selon nos experts, ce n'est pas du harcèlement, mais c'est un conflit. Et encore une fois, c'est pas parce que c'est pas du harcèlement qu'il faut pas prendre des mesures. Donc, une personne de toute bonne foi pense qu'elle subit du harcèlement, puis on regarde la situation, puis ça ne correspond peut-être pas aux critères de la loi pour dire oui, c'est du harcèlement, mais c'est un conflit et il faut le gérer. Et là, ce modèle-là dont je vous parle, la personne peut intervenir puis aider les parties à gérer le conflit, puis assainir le milieu de travail pour toutes les personnes impliquées. Et même si ça implique effectivement des coûts pour la petite entreprise, mais ça vaut la peine, ça vaut le coup, étant donné que un personnel efficace qui donne du rendement, mais il n'y a quasiment pas de prix à garder ce personnel. Surtout encore, on reparle du contexte de pénurie de main-d'œuvre. Vous avez tout à fait raison. Il n'y a pas de prix à ça, à s'assurer que nos employés se sentent bien, se sentent dans un environnement sécuritaire et bien sûr, parce qu'ils se sentent bien, ben, ils vont continuer d'être productifs. Le, donc, c'est pour ça que c'est important aussi quand on a des gens qui interviennent en matière de harcèlement, il faut s'assurer que ces gens-là, ils sont compétents, ils savent quoi faire. Aujourd'hui, n'importe qui peut faire des enquêtes en matière de harcèlement, puis nous, on trouve ça regrettable. Ça fait quelques années qu'on essaie de sensibiliser les autorités en disant il faut absolument s'assurer que les gens qui interviennent en matière de harcèlement au sein des organisations aient une formation, sachent ce qu'elles font, parce que le préjudice, il est grand. Et souvent, on nous dit oui, mais ça n'a pas d'allure d'exiger des PME qui doivent embaucher quelqu'un, par exemple, en ressources humaines pour pouvoir venir faire l'enquête. Mais le coût, il est minimal par rapport à si on gère bien. Si un cas d'harcèlement bien géré, on peut trouver une résolution très positive. Donc, l'investissement, il est minimal par rapport au coût humain et au coût de productivité si on laisse aller les choses ou si on confie les enquêtes à des gens qui n'ont pas les compétences et on bâcle des enquêtes. Donc cet argument financier pour les PME, je l'ai entendu souvent, mais je le trouve regrettable. Je pense que quand il y a de l'humain, on n'ose pas investir et ça, c'est un peu triste. Et ce sondage a été fait pour le Québec, c'est ça? Et est-ce Oui. qu'on a une idée de ce que c'est dans le reste du Canada? Non, on n'a pas cette donnée-là. Ça sera peut-être une prochaine étape où on pourra aller voir est-ce que c'est plus prévalent au Québec qu'ailleurs ou c'est la même chose. Il y a vraiment quelque chose qui nous intéresse du côté de l'Ontario. En 2018, le gouvernement ontarien a légiféré en exigeant une meilleure prise en charge par les organisations. Alors, on a hâte d'avoir des recherches pour voir est-ce que cette législation plus solide, avec plus de dents, a eu des impacts positifs pour faire réduire le harcèlement au sein des organisations en Ontario. Fait que ce sera peut-être une prochaine fois, un prochain sondage.
Parce que le mot harcèlement qui est dit est comme ça quand il ne s'agit pas d'harcèlement sexuel. Au départ, c'est une perception et la perception de l'autre qui se croit harcelé est importante également, pas vrai? Oui, effectivement. Et souvent, dans la notion de harcèlement, il y a comme une espèce de confusion où la personne qui est le présumé ou la présumée harceleur, elle dit, ben, j'avais pas l'intention. Fait qu'il y a aucune notion d'intention. C'est vraiment comment la personne le reçoit. Donc, si moi, je subis des gestes ou des paroles répétées qui sont vexatoires et qui créent un environnement de travail qui est toxique pour moi, qui est malsain, ben, c'est du harcèlement, peu importe si la personne avait de l'intention ou pas. Donc c'est vraiment ce test-là et souvent, faut expliquer ça aux gens parce que la défense, c'est ben je voulais pas t'embêter, je voulais pas te nuire, je voulais pas te faire sentir mal, mais c'est pas ça qui compte, c'est vraiment comment la personne l'a reçu. Voilà donc qui est dit Manon Poirier, directrice générale de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréées. Je ne savais pas qu'il y avait un ordre pour les ressources humaines, mon Dieu, conseillers en ressources humaines agréées. C'est très important, hein? Oui, on Depuis est combien plus de de temps? 12 000 Depuis combien de professionnels au temps? Québec. Depuis combien de temps que l'ordre existe? On a fêté nos 60 ans l'année dernière on est plus de 12 000 professionnels partout au Québec. Donc, c'est une communauté forte. On est un des 46 ordres professionnels au Québec. En termes de nombre de professionnels, on est le 8e en importance au Québec. Donc, c'est un groupe important qui travaille fort pour essayer d'avoir des milieux de travail performants et humains. Vous faites vraiment très attention pour ne pas faire de bruit parce que je ne savais pas que cet ordre-là existait. Merci beaucoup, Madame Poirier. Merci à vous de l'invitation. Au Merci, au revoir. revoir.